On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des enjeux de la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Myriam Dubois qui a été reconduite à la présidence de l'organisme. Mais d'abord, elle a 29 ans, elle vient de Saint-Jean-sur-Richelieu et elle veut traverser l'Atlantique à la rame et devenir ainsi la première Canadienne d'y aller d'une terre ferme à une autre, d'un continent à l'autre, et aussi premier Québécois-Québécoise à réaliser cet exploit. Elle veut devenir la première Canadienne à traverser l'océan Atlantique d'un continent à l'autre. C'est important de le noter. Et aussi la première personne issue du Québec à réaliser cet exploit. Elle est de Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle a 29 ans. Elle s'appelle Maë Blais-Bernatchez. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bien, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est une idée de fou. Oui, quand même. En fait, moi, j'ai découvert la rame océanique en février 2016 avec Mylène Paquette, qui a traversé, qui a fait 2 traversées océaniques. La première en 2013, du Maroc jusqu'à la Barbade, elle était en équipage, donc elle a fait continent à une île. Puis la deuxième traversée en 2010 en solitaire, donc elle est partie du Canada jusqu'à la France. Elle a fait continent à continent. L'affaire, c'est qu'elle est partie de la terre ferme et elle est arrêtée jusqu'à un méridien, quelques kilomètres avant la France. Et là, à ce moment-là, le bateau, il y a un bateau qui l'a remorqué jusqu'à la terre ferme. C'est d'ailleurs une question que moi, je me suis souvent posée. Je ne sais pas s'il y avait des raisons techniques ou logistiques. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas pu se rendre jusqu'à la terre ferme en France? Ah, bien, c'est une arrivée... C'est un choix? Oui, bien, c'est ça. On appelle ça une arrivée à la française, à la French style. Ça peut, comment je pourrais dire, on peut arrêter comme ça. C'est une traversée qui est complète là, dans les records. Elle a son titre puis tout ça. Si ça avait été une course, par exemple, bien là, c'est sûr que quand c'est une course, il faut que tu rames jusqu'à la terre ferme. Là. Mais elle, sa traversée, elle compte quand même. Bon. Quelle est ton expérience en tant que rameuse ou rameuse océanique? Bien, la majorité des rameurs océaniques ont pas d'expérience ou très peu d'expérience. C'est sûr que j'ai ramé avec le Club d'aviron de la Chine cet été, mais c'est pas comme un océan. C'est une rivière, oui, mais c'est pas comme un océan. Donc, c'est vraiment, la majorité des rameurs arrivent au début de l'expédition et leur expérience se font en mer directement. Oui. Et toi, est-ce que c'est un rêve que tu avais? Tu t'es dit un jour, c'est ça que je veux faire, c'est ça le défi que je veux m'imposer? Bien, c'est sûr que, comment je pourrais dire, j'avais envie d'un changement de vie, de faire quelque chose qui me dépassait. Puis c'est en découvrant Mylène Paquette en février 2016 que vraiment je me suis dit, OK, c'est ça que je vais faire. Parce que oui, les aventuriers, ça me fascinait tout ça, mais pas nécessairement les expéditions comme par exemple monter l'Everest ou traverser le Canada à vélo. C'est tout honorable, mais c'était pas quelque chose qui m'attirait. Puis quand j'ai vu ça, un petit bateau, là, une goutte sur l'océan, pas de voile, pas de moteur, juste à la rame, j'ai été fascinée, puis je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Initialement, ton projet, c'était de traverser le Pacifique. Pour différentes raisons, le projet n'est pas arrivé à terme. Oui. Là, tu te cherchais un équipage pour effectuer cette traversée-là. Il y a comme, je présume, une espèce de groupe Facebook où les rameurs océaniques du monde peuvent se parler. Et tu as finalement trouvé une équipe. Oui. En janvier, en fait, je travaille sur le projet de traverser un océan depuis janvier, donc presque un an. Je m'étais inscrite à la Great Pacific Race, qui est une course dans l'océan Pacifique de la Californie jusqu'à Hawaï, en équipage. Sauf que là, bon, il y a eu quelques problèmes. J'ai débarqué de l'équipe, j'étais en recherche d'un nouvel équipage et j'avais pas de nouvelles, donc ça commençait à m'angoisser un peu. Puis aussi un problème avec des qualifications qu'il fallait que j'aille, que j'aurais pas pu les avoir à temps. Donc, j'ai débarqué de l'équipage et puis j'ai trouvé le groupe des rameurs océaniques sur Facebook. On n'est pas beaucoup, là, à peu près 500. Il y en a qui ont fait une traversée seulement, il y en a qui en ont fait plusieurs. Et c'est là que j'ai vu, le 24 juin, l'annonce de Ralph, qui est un Néerlandais, donc des Pays-Bas, qui lui a un bateau et il se cherchait quelqu'un pour compléter son équipage. Donc j'ai appliqué, il y a plein d'autres gens qui ont appliqué. J'ai appliqué et on a réussi enfin à se parler et il m'a pris dans son équipe le 1er juillet. Donc vous serez quoi, 5? Oui. Sur le bateau, mais la seule femme? Oui, 4 hommes et moi, en plein milieu de l'océan. C'est quoi, c'est presque 2 mois? Oui, on veut faire la traversée en moins de 48 jours, 4 heures et 30 minutes pour établir un record mondial, mais ça peut être moins, ça peut être plus. C'est Mère Nature qui décide, même si on peut être des rameurs chevronnés. Est-ce que tu as déjà été confiné dans un espace reclus aussi longtemps dans ta vie? Non, à bien y penser, non. Mais c'est ça, va falloir qu'on s'habitue. Je vais aller les rejoindre 2 semaines avant, parce que nous, on part la première semaine de mars. Ouais.
Et donc, à mi-février, là, je vais aller les rejoindre au Portugal, les rencontrer pour la première fois. Là, pour l'instant, on se parle sur Facebook, on s'entend bien. Je vais aller les rencontrer pour la première fois et on va pratiquer 1 semaine à 2 semaines avant de traverser l'Atlantique. Bon. Là, de ce que j'ai compris de votre trajet, c'est que vous partez de la Guyane française. Non, c'est l'inverse. C'est ça. Vous partez du Portugal, Oui. mais vous terminez en Guyane française, oui. qui est en fait le long de la côte, pas très loin du Brésil, là, pour situer un peu les gens. Oui. Donc, vous partez du Portugal et là, vous descendez jusqu'à la Guyane française. Pourquoi ce tracé-là? Bien, en fait, c'est le capitaine qui décide de faire cette route-là, mais c'est aussi une route qui est facile, si je peux dire, parce qu'il y a un courant là, qui va nous pousser, qui va nous aider à aller jusqu'en Amérique du Sud. Donc, on part du continent européen, Portugal. On va faire 6111 km à la rame pour se rendre en Guyane française, en Amérique du Sud. Et là, on rame combien d'heures par jour? C'est 24 heures sur 24. Mais... Il y en a qui prennent le relais pendant la nuit? Oui, exactement. En fait, nous, on va ramer 12 heures par jour chacun. C'est un 2 heures de rame, 2 heures de repos, 2 heures de rame, 2 heures de repos, mais on fait ça sans arrêt pendant 24 heures. Si les conditions nous permettent de ramer, parce que si on est pris au beau milieu d'une tempête, on rame. Quels sont les éléments, disons, de sécurité? Parce que si parfois il arrivait un malheur durant le trajet, quels sont vos remparts de sécurité? Un harnais, une ligne de vie, puis on s'accroche après. C'est qu'il y a eu, comment je pourrais dire, depuis que la rame océanique existe, il y a eu 8 disparus en mer, 1 dans le Pacifique et 7 dans l'Atlantique. Ouais. Et puis, c'était dans les années 70-80, mais le plus récent date de 2016. Il était en équipage en plus, mais il y a une vague qui a fait chavirer, puis il n'y avait pas son harnais, sa ligne de vie, donc lui, il est parti dans le courant, puis c'est pratiquement impossible de retrouver quelqu'un en mer comme ça. Je suis en contact avec plusieurs rameurs océaniques qui ont déjà fait ça, dont Joseph Gagnon, qui, lui, c'est un franco-québécois. Il a chaviré, puis il m'a vraiment conseillé de mettre ma ligne de vie et mon harnais. Correctement. Sinon, est-ce que des gens peuvent aller vous chercher en hélicoptère ou en bateau? Oui, lui, c'est exactement ça ce qui s'est passé. On a une balise de détresse qu'on peut activer en cas de détresse. Donc, ça va dans les satellites, puis ça contacte la garde côtière le plus proche de où est-ce qu'on est. Donc, si c'est plus proche de la côte du Portugal ou de la Guyane, pour venir nous secourir. Mais oui, c'est ça. Donc, départ début mars. Oui, c'est très bien. Du Portugal pour la Guyane française, environ 2 mois, équipage de 5 personnes, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, en continu. Évidemment, est-ce que c'est un moment de l'année qui est assez propice au niveau météo? Oui. Ralph, qui est le capitaine, fait 2 traversées cette année. Il est très motivé. Il en fait une en ce moment même où on se parle. Oui. Il va revenir là en février et il va en refaire une en mars. Et moi, j'étais supposée dans l'équipage de décembre. Finalement, il m'a mis dans l'équipage de mars. Il y a plus de tempêtes là, durant le mois de décembre. Donc, il y en a un peu moins durant le mois de mars, mars-avril. Mais c'est sûr qu'on va faire face à des conditions météorologiques quand même. Pour préparer une édition comme celle-là, c'est le travail de presque une année. Tu as aussi lancé un GoFundMe pour récolter des sous parce que ça coûte de l'argent. Oui. Au total, environ entre 25 000 et 30 000 Le 20 000 que j'ai absolument besoin, c'est ma place à bord. J'ai déjà fait un dépôt de 3 600 pour réserver ma place à bord, comme j'avais fait avec la Great Pacific Race, qui ne m'a pas été remboursée, soit dit en passant. C'est assez plate. Mais Ralph, bon, j'ai fait le dépôt pour cette traversée-là. Et ça fait 9 mois à peu près que je travaille sur la recherche de financement. J'ai envoyé environ 96 demandes de commandites par courriel et aussi en version papier à des compagnies. J'ai heureusement des commandites, j'en ai 10, mais c'est des commandites en produits, ce qui est bien. Donc, j'ai la nourriture, des collations, des vêtements, tout ça, de navigation, mais ce n'est pas des commandites en argent. Et c'est ça qui manque. Moi, je pensais que ça allait être facile. Au contraire, je pensais pas que ça allait être une quête aussi difficile que ça. J'ai fait un spectacle bénéfique à Saint-Jean, bénéfice qui a été à perte. Donc, mon dernier recours, c'est vraiment mon GoFundMe. Je me dis que si 1000 personnes m'encouragent avec un 20 bien, je vais l'avoir, mon 20 000 pour ramer. Là. Donc, campagne de socio-financement. Oui. Parle-nous de toi un peu. Tu es interprète en langage des signes, ce qu'on appelle le LSQ. En fait, oui, interprète en langue des signes. En langue des signes. C'est quoi la différence? Bien, c'est que c'est une vraie langue. Donc, on ne dit pas le langage français, le langage anglais, on dit la langue française. Donc, on dit la langue des signes québécoise. Il y en a environ 200 dans le monde, des langues des signes, et on continue d'en découvrir.
Donc, c'est pour ça que j'ai fait, dans ma campagne de sociofinancement sur GoFundMe, une petite chanson en langue des signes québécoise. C'est une chanson d'AC/DC. Sur la bande du canal? Oui, exactement, Ouais. sur la bande du... Bien, je viens de Saint-Jean, donc Ouais. je me suis dit, je vais filmer ça sur la bande du canal quand même. C'est un très beau coin. Puis j'ai mis des sous-titres aussi parce que j'ai quand même beaucoup d'amis sourds, une communauté sourde qui veut de l'information sur mon projet. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dirigé dans le monde du langage De la langue des signes, bien, j'ai... mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? C'est une excellente question. Ben, j'avais vu un film, oui, c'est vrai ça, j'avais vu un film, L'homme aux mille visages. C'est l'histoire d'un acteur que j'aime beaucoup, un acteur de film d'horreur, Lon Chaney. Et j'ai découvert dans ce film-là, un film biographique, que ses parents étaient sourds. Donc lui, il est un CODA, Children of Deaf Adult, et on voit des acteurs signés. J'ai fait, wow, je veux prendre des cours de ça. Donc j'ai découvert la LSQ au Québec, et c'est ensuite que je me suis dirigée en interprétation avec mes études au Cégep du Montréal en communication et études sourdes, puis à l'UQAM en interprétation visuelle. Okay. Mais il n'y avait pas personne dans ta famille qui avait un problème de surdité? Non. Non, absolument pas. Je suis tombée en amour avec la langue des signes et la culture sourde et son histoire. Bon. Est-ce que c'est ça qui t'occupe à temps plein en ce moment? Oui, bien c'est ça. Là, en fait, je termine de travailler le 8 décembre parce que moi, je travaille dans les cégeps et les universités. Donc, comme c'est la fin de la session, pour les vacances, je ne vais pas travailler comme interprète. Mais il y a 3 semaines, je me suis trouvé un deuxième emploi parce que là, je me suis dit, rien ne fonctionne côté financement, donc je dois me trouver un deuxième emploi pour essayer d'en mettre un peu aussi de moi-même. Là, Tout à fait. Ouais. Bon. Tu es aussi modèle pour des compagnies de bikini, je pense? Non, même pas. Je suis modèle freelance, qu'on dit, Ça modèle indépendante. Ça fait depuis 2007, donc ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai commencé à 18 ans et je pose de façon indépendante pour des photographes indépendants, des projets, des concepts qu'on crée ensemble, tout ça. Puis récemment, en fait, cet été, j'ai fait une séance photo pour, oui, Oaxaca Swimwear, mais ils ne m'ont pas commandité rien. C'est moi-même qui aimais les maillots, puis j'ai fait ça. Ouais. Donc, c'est quand même un emploi du temps assez occupé. Oui, quand même. Plus mon entraînement aussi au gym que je fais. Mais c'est ça demande quoi comme entraînement? Parce que là, bon, c'est un hobby d'être modèle pour des compagnies de bikini. Ou si encore, évidemment, tu as ton boulot comme interprète en langue des signes. Et que là, tu décides de te mettre à la rame océanique, ça exige quoi comme entraînement? Est-ce que tu étais quelqu'un qui était déjà très en forme auparavant? Non, pas du tout. Non, absolument pas. C'est pour ça que les gens qui me connaissent s'étonnent vraiment. J'ai déjà coulé un cours d'éducation physique au secondaire. Donc, ça vous dit comment j'étais vraiment pas sportive. Sauf que je commence vraiment à aimer ça. Puis, j'ai pas vraiment le choix aussi. Il faut que j'aime ça. Donc, oui, c'était de l'entraînement sur le canal La Chine, ramé en équipage, tout ça. Puis, au gym, bien, on fait de la musculation. Il faut renforcer, il faut que je prenne la masse musculaire. Je pesais 118 en janvier, j'en pèse maintenant 135 parce que je vais perdre du poids là, durant ma traversée. Donc, c'est important que j'en prenne pour pas que j'aie l'air d'un squelette. Mais au niveau musculaire, c'est quoi? C'est principalement les bras? Non, les cuisses. Les jambes. Ah oui? Parce que quand on rame, en fait, il y a des petites roulettes là, sur le banc. Donc, c'est les jambes qui nous donnent la poussée pour qu'ensuite les bras suivent. Si on ne bouge pas puis qu'on rame juste avec les bras vont partir au large. Et là, tu t'entraînes combien d'heures par semaine? J'ai pas compté les heures, mais c'est entre 3 et 4 fois par semaine. C'est difficile de faire 4 fois par semaine parce que à cause de mon deuxième emploi. Mais comme j'arrête d'interpréter le 8 décembre pour la fin de la session, bien là, je vais avoir beaucoup plus de temps pour faire encore plus d'entraînement. Donc, je fais tu vas du être rameur en aussi. entraînement très intensif jusqu'au début du voyage. J'imagine, oui, c'est ça. Je fais pas juste de la musculation, je fais aussi du rameur au gym, là, oui. Donc, et est-ce que tu as l'intention, est-ce que tu as un plan de match en tête pour, on connaît les moyens de télécommunication aujourd'hui, pour garder les gens informés durant ta traversée? Oui, on est supposé avoir un réseau Wi-Fi sur l'océan. Mais par contre, mon ami, quand il a été ramé, quand il me mettait des photos, c'était pas de super bonne qualité. Donc, vraiment, j'aimerais ça, tenir les gens au courant avec des photos, des vidéos de l'océan, mais j'ignore de la qualité. Mais je vais pouvoir écrire sur un portable, informer les gens de où est-ce qu'on est rendu, puis si le moral est bon ou si... OK, bien, on pourra te suivre. Et écoute, et si parfois la technologie est bonne, qui sait, on fera peut-être un petit coucou à l'écran. Oui, exactement. Puis on a même un téléphone satellite. Donc, je vais pouvoir appeler les médias pendant ma traversée ou que les médias m'appellent. Là. Quand je vais avoir le numéro de téléphone, je pourrais le fournir aux gens. Alors, en bas d'écran, vous avez le lien pour la campagne de socio-financement GoFundMe. Donc, Ramer l'Atlantique 2018 avec Maï Blais-Bernatchez. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis bonne chance. Hein? Merci. Bonne chance. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la Société de développement Vieux-Saint-Jean.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle des riverains du Collège Charlemagne et des Forts de Chambly. Oui, de l'école de hockey Dominique Boucher avec Dominique Boucher. Hey, tout ça avec une seule personne? Ouais. Extraordinaire. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Parlons maintenant du Vieux-Saint-Jean, parlons de sa société de développement qui tenait il y a quelques semaines son assemblée générale annuelle. Question de faire le bilan aussi au niveau administratif avec le conseil d'administration, réélection de la présidente. Bref, deux invités pour parler de cet événement. D'abord, la directrice générale de la société, Catherine Hamel. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de la présidente qui est là pour un autre mandat, Myriam Dubois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bon, la société de développement, on doit être proche du 10 ans. Plus que ça. Même plus que ça, hein? Plus que ça, mais ça fait... On a changé de nom initialement, c'était rue principale Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis depuis environ 6 ans, c'est la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Qu'est-ce que ça a changé dans les faits? Parce qu'on le sait, il y a eu des années plus difficiles, des années où il y avait une instabilité parce qu'on ne savait pas trop ce que la ville voulait en faire. Il s'était passé quelques années, il s'était passé un maire et un conseil de ville. Il y a maintenant aussi de nouveaux politiciens à l'hôtel de ville. Qu'est-ce que ça a changé dans les faits, la transition de rue principale à la Société de développement? Pour ma part, je suis arrivée, c'était déjà Société de développement Vieux-Saint-Jean, donc je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce que c'était avant versus ce que c'est aujourd'hui. Par contre, je vous dirais que dans les dernières années, notre mandat, il s'est clarifié. Donc, avec l'Hôtel de Ville, on s'est assis puis on a regardé justement quelles étaient les attentes envers la société de développement parce que dans un centre-ville, il y a beaucoup à faire. Il y a un volet plus patrimonial, il y a le volet commercial, il y a aussi le volet avec les résidents. Donc, c'est très vaste comme chose à faire. Puis là, notre mandat, il s'est précisé. Dans les dernières années, on fait beaucoup d'animation, mais on fait beaucoup aussi de collaboration puis de synergie avec le milieu, donc autant les commerçants que les organismes qui sont dans le Vieux-Saint-Jean. Bon. La santé d'un organisme repose souvent sur ses bénévoles, sur les membres du conseil d'administration. Ça fait souvent une différence. On a une permanence, oui, mais ça prend des gens aussi qui sont là pour supporter l'organisme. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes impliqué et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de poursuivre la route à la présidence de la société? Le Vieux-Saint-Jean, c'est un endroit où j'aime être. J'ai aussi beaucoup de familles qui sont commerçants dans le Vieux-Saint-Jean. Depuis très, très longtemps, je venais ici avec ma grand-mère, on marchait, puis les souvenirs de la vente-trottoir, les rues barrées. Moi, j'ai travaillé il y a 5 ans à la Société de développement. J'ai appris qu'il y avait un CA, tout ça. Puis quand j'ai quitté, on m'a demandé de venir sur le CA pour m'impliquer. Puis depuis ce temps-là, je trouve que le travail qui est fait, autant à la permanence, on parle d'une personne et jusqu'à tout récemment 2, qu'avec le CA, il y a beaucoup qui est apporté au Vieux-Saint-Jean. Puis je trouve que c'est super important que ce milieu-là soit en santé. Est-ce qu'il y a un momentum? Est-ce qu'il y a un buzz? Est-ce que les fêtes du 350e ont aidé aussi dans le lancement de certaines activités? Est-ce que tout ça, ça a aidé un peu à créer un momentum? Je dirais qu'il y a plusieurs éléments parce qu'à la base, il y a beaucoup... moi, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de locaux vacants. Entre-temps, il y a plusieurs commerçants qui ont décidé d'élire domicile sur la rue Richelieu. Donc, il y a eu une nouveauté au niveau des gens qui s'impliquent. Ça l'a probablement donné aussi un nouveau souffle aux gens qui sont là depuis longtemps parce que dans le centre-ville, il y a aussi des piliers. Puis quand ça se renouvelle, bien, ça redonne de l'énergie à ceux qui sont là depuis longtemps. Puis les gens le travaillent différemment. Donc oui, il y a un momentum. Les activités qui ont été organisées dans le cadre du 350e, c'est certain que ça l'a donné... ça l'a ramené des gens au centre-ville qui l'avaient peut-être délaissé dans les dernières années. Donc, tout ça, combiné ensemble, c'est certain que ça donne une bonne vibe.
quand vous discutez avec les membres de votre conseil d'administration, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on aime ou qu'est-ce qu'on n'aime pas? Ou qu'est-ce qu'il y a à améliorer dans le centre-ville? On comprend qu'il y a eu des travaux avec certains irritants et on en vit encore aujourd'hui, mais au-delà de ça, qu'est-ce que les gens vous disent au conseil d'administration? Bien, en fait, c'est plus de continuer le travail qui est fait, de bonifier aussi les événements qui sont déjà en place, d'améliorer. Je pense, je dirais que c'est pas nécessairement de l'amélioration, plus que une stabilité, une structure au niveau des événements, créer un achalandage, toujours continuer à écouter aussi les commerçants et les résidents. Je pense qu'on travaille beaucoup avec eux aussi, puis avec les organismes du milieu. Pour ma part, je dirais ça, puis c'est d'être là aussi pendant justement les travaux, parce que, bon, oui, c'est une période qui est un peu plus difficile, mais après ça, ça va être vraiment super, le Vieux-Saint-Jean. Donc, c'est de continuer à mettre les efforts pour poursuivre les activités, les événements, tout ça. Bon, en termes d'activités, ce qu'on dit, c'est qu'au total, vous avez tenu 65 activités pour un total d'environ 68 000 visiteurs. Évidemment, ça se ventile, entre autres, avec l'été chaud, qui est un gros morceau. Il y a eu Mon Vieux-Saint-Jean la nuit aussi, là, dont on a vu il n'y a pas si longtemps. Il y a eu d'autres événements aussi au parc Jerry-Boulet. Là, il y a le marché de Noël, d'ailleurs, dans lequel vous êtes en plein dedans en ce moment, en train d'organiser. Donc, est-ce qu'on a suffisamment d'événements? Est-ce qu'il faut faire plus d'événements? Est-ce qu'il faut peaufiner ceux qu'on a déjà? Bref, c'est quoi Est-ce qu'on est dans une phase de maintien ou dans une phase de croissance? Je pense qu'en ce moment, il y a un volet maintien, donc vraiment de peaufiner ce qu'on a, parce qu'on a des beaux événements qui sont présents, les gens les aiment, mais il faut aussi être à l'écoute de qu'est-ce que les gens recherchent. Donc, c'est beau d'avoir un événement, mais des fois, il manque un petit quelque chose, mais c'est de trouver ce petit quelque chose-là puis d'être capable de le réaliser. Fait qu'il y a ce côté-là. C'est sûr qu'il faut toujours qu'il y ait une place aussi à l'ouverture parce qu'il y a des nouvelles opportunités. Comme on disait tout à l'heure, il y a des nouveaux commerces, il y a des gens qui veulent s'impliquer. Fait qu'il faut quand même qu'il y ait une ouverture, mais en même temps, tantôt Myriam parlait de stabilité, c'est un point qui est important, donc de s'asseoir puis de mettre quelque chose qui est stable. Là. Bon, au niveau de la stabilité, il y a aussi la stabilité financière parce qu'un organisme comme celui-ci doit gérer des revenus et surtout des dépenses, comme on le sait. Vous êtes grandement financé par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Par contre, on constate que votre dépendance à la Ville a légèrement fléchi. On est passé de 78 à 74 %, mais il y a quand même, pour faire un chiffron, le 3/4 de vos revenus qui viennent de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, la Ville est un partenaire majeur, voire essentiel à la survie de l'organisme. Comment on peut, comme organisme, disons, diversifier ses revenus? Bien, justement, en ayant des ententes de partenariat pour différents événements, c'est aussi, durant les événements, d'avoir peut-être des plus-values. On est en train, justement, de faire un plan stratégique pour l'an prochain, bien, pour l'année 2018, là, pour augmenter notre croissance économique. Ouais. C'est certain que c'est un certain défi parce que si on prend l'été chaud, c'est un mandat qui nous est confié par la Ville pour offrir des activités gratuites aux citoyens, aux visiteurs. Donc, on a plusieurs mandats qui se valent d'être gratuits. On prend Mon Vieux-Saint-Jean la nuit, c'est un bel événement. On peut aller chercher des commandites, des partenariats, mais à la base, c'est des activités gratuites pour la population. Donc, les opportunités de financement via les événements ne sont pas si élaborées que ça. Puis, justement, on n'a pas non plus un intérêt à faire des activités à profit. Bien, on veut que nos activités soient rentables, là, on s'entend, mais ce n'est pas des activités de commercialisation pour générer des revenus à tout prix. Là. Bon. Moi, il y a une chose quand même qui m'épate pour discuter avec quelques nouveaux commerçants, et dans certains cas, c'est des gens qui ne sont pas nés ici, qui sont tombés en amour avec le coin, qui décident de s'y établir. Et ils ne connaissent pas ou ils n'ont pas vu le centre-ville comme nous, on l'a peut-être vu dans les années 70-80, où il y avait évidemment de grandes difficultés. Donc, est-ce que le regard extérieur est encourageant? Est-ce que le fait de voir effectivement presque plus de vitrines à louer, si on regarde ça d'année en année, ça va toujours vers le mieux, là? Oui, tout à fait. Bien, je pense que les gens ils ont vraiment découvert un endroit ici, le Vieux-Saint-Jean, qui est... Bien, où on est bien, tu sais, autant en affaires que comme résident. Puis ça fait juste, plus il y a de demandes, plus il y a d'offres, plus il y a de demandes. Ouais. Donc ça fait juste grandir, là. Tu sais, moi, je l'ai tatoué sur le cœur, le Vieux-Saint-Jean, donc je suis peut-être pas objective non plus, là, mais je trouve que c'est vraiment un bel endroit pour s'établir sous tous les volets, là, commercial, résidentiel, tout ça. Donc, je pense que c'est là. Bon.
Là, on le sait, il y a encore des travaux à venir. Il y a certains commerçants même qui demandaient des compensations, mais quoique lundi au conseil, le maire Laplante ou la conseillère Dufresne disait, bon, légalement parlant, la Ville ne peut pas faire ça. Doit le faire un peu par la porte d'à côté. Est-ce que vous pensez que c'est souhaitable qu'il y ait une forme de compensation ou que ce soit à tout le moins examiné? Moi, je pense que c'est vraiment important que ce soit examiné, que ce soit discuté. Justement, Mme Dufresne parlait d'un comité de gens qui vont se réunir, qui vont en discuter parce que des fois, on pense souvent en argent, mais des fois, il y a peut-être des façons différentes de compenser ou pour venir pallier à certains problèmes ou certains défis que les commerçants rencontrent. Je crois que c'est vraiment important d'être à l'écoute parce que des fois, ça peut nous donner des bonnes idées pour qu'est-ce qui s'en vient, puis des choses à ne pas faire ou à faire différemment. À vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance et longue vie. Merci beaucoup. Merci. Et c'est avec nous au retour le Babillard quotidien. Lundi, le 11 décembre, la Société Alzheimer du Haut-Richelieu organise une conférence avec un notaire, donc ça peut être un sujet intéressant pour les personnes évidemment dédiées. Vous avez de l'information pour vous inscrire. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, c'est le traditionnel télé-bingo. Il y a 4 000 en prix à chaque semaine. C'est toujours à 9h30 en direct le dimanche. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, allez sur le site Internet. Et entre-temps, pour me joindre, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.